Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre magazine littéraire hebdomadaire Expression Livre. Ce soir, notre invité est Mohamed Zegane. Mohamed Zegane, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bien. Merci. Alors, nous allons parler d'un de vos deux récits romans tout nouvellement parus. Je crois ils étaient, je dirais, à l'affiche au niveau du Salon international du livre d'Alger qui s'est tenu novembre-décembre de cette année. Pardon, fin octobre, début novembre, voilà que je me trompe. Le titre de celui dont nous allons parler aujourd'hui, et ça me permettra de vous inviter pour une deuxième émission. C'est L'Altruiste, paru aux éditions Delhimen. L'autre ouvrage, nous aurons l'occasion de faire une émission sur cet ouvrage, c'est Le quart de siècle, toujours aux éditions Delhimen. Alors, en fait, c'est vos premiers écrits? Oui. Édités, j'entends. Oui. Ah, oui. Parce que les autres, rien avant. Aucune édition, si? À part peut-être des thèses ou sur l'éducation, parce que vous êtes dans ce monde-là. Même pas. Je n'ai pas cette prétention d'avoir fait une thèse. Ou des contributions, probablement. Oui. En tant qu'inspecteur de l'éducation nationale, vous avez dû en écrire des choses sur l'enseignement et l'éducation. Ah oui, voilà. Dans mes rapports. Ah, ça je ne veux pas savoir. Voilà, mais oui. Non, mais... non, rien. Alors, on va parler de l'altruiste. Vous êtes arrivé tardivement au roman. Comment ? C'est-à-dire que, bon, je suppose que vous avez dû emmagasiner à droite, à gauche, des premiers écrits, etc. Puis tout d'un coup, un jour, vous vous êtes dit, tiens, ça y est, je commence par me jeter à l'eau. Vous commencez à écrire d'abord Le quart de siècle et ensuite L'Altruiste. C'est venu comme ça, effectivement. Bon, d'abord, avant de commencer à parler de mes deux romans, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, sur Canal Algérie, qui a tout le temps l'habitude de nous inviter. Donc encore une fois, merci. Pour revenir au livre, l'altruiste, justement, est venu après, bien après le quart de siècle. Presque 10 ans après. 10 ans après le quart de siècle. Bon, pourquoi 10 ans disons aussi que j'ai eu du mal à les faire paraître. Pourquoi? Pour des raisons que j'ignore. Vous l'aviez proposé à plusieurs maisons d'édition Ah oui. Je devais même être édité pour le quart de siècle en France. Oui. Je ne vais pas nommer la maison, mais c'était accepté et tout. Mais hélas, à la dernière minute, il y a eu les événements de Tunisie, donc l'éditeur... Ah d'accord. L'éditeur, mais il était sur Internet, l'annonce, le titre, oui, il y avait même une jaquette, une pochette et tout. Il y avait même une petite publicité sur ce roman. Il y avait une commission de lecture en France qui l'a accepté et tout. Comme le monsieur me faisait tout le temps attendre, je dis, écoutez, moi... Mais c'est mieux qu'il soit édité en Algérie. Voilà. Mais j'ai commencé d'abord en Algérie, hélas. Je dis bien hélas. 5 ou 6 maisons d'édition. Et par la même occasion, donc, je tiens à remercier vivement Madame Najem Dalila, qui m'a offert cette occasion. Parce que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Et par la même occasion, il y a une dame à laquelle je veux rendre vraiment un grand hommage, c'est Madame Zoubida Mamria. Oui. C'est elle qui a fait les démarches auprès de... Parce que Madame Najem Dalila ne me connaît pas. Oui, c'est ça, oui. Donc, voilà. Ah, mais c'est une battante du livre, Zoubida Mamria. Une vraie battante du livre. Passionnée. Et une grande dame aussi. Une grande dame. Une grande dame. Et aussi, un grand écrivain. Absolument, c'est pour ça. J'ai eu l'occasion de l'inviter dans le cadre de mes activités en tant qu'inspecteur de l'école primaire, de l'enseignement primaire. Je vous assure qu'elle nous a fait passer des moments très agréables. Ah oui, c'est une grande dame.
Donc, par la même occasion, je tenais à rendre hommage, puisque l'altruisme, justement, j'y reviens, c'est un hommage. C'est un hommage à un monsieur. Et le premier titre, j'avais écrit le probe. Oui. L'éditrice n'avait pas beaucoup accepté Pourquoi? Je ne sais pas. Elle m'a dit non, c'est pas très accrocheur. C'est vrai que le mot probité voilà. est plus significatif que le mot. C'est quelqu'un de probe. Voilà. Voilà. Quelquefois, on ne saisit pas le monsieur à qui je rends hommage. C'est un véritable probe. J'ai écrit tout de suite le probe. Puis bon, ils n'ont pas accepté. J'ai mis l'altruiste. Comme l'alchimiste. Allez, et c'est passé. Ça, Madame Najema a trouvé que c'était un très joli titre. Oui, c'est un très beau titre, vraiment. Voilà. Ouais. Alors maintenant, je ne sais pas, vous voulez savoir pourquoi l'altruiste? Eh ben, c'est quelqu'un qui faisait passer tout le monde après lui. Et c'est un hommage à mon beau-père, tout simplement. À votre beau-père? L'altruiste, Allah yarhamou, c'est mon beau-père. D'accord. Allah yarhamou. Voilà. Alors, on va voir comment est structuré votre ouvrage, Mohamed Zeggan, parce qu'il va y avoir comme ça 2 périodes. Hein. Je dirais que chaque chapitre nouveau va nous ramener dans une des 2 périodes. Vous sautez comme ça les 2 périodes. La première période, c'est être début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à probablement 58, quelque chose comme ça, puisque on est déjà dans la lutte de libération nationale. Et puis une deuxième période qui va se situer assez exactement autour des années 70, 71, 72, puisque c'est le début de la révolution agraire. Hein, et le même personnage va lui suivre deux voies pendant qu'il y a la guerre de libération nationale. Oui. Il va avoir un métier et une activité, et pendant cette période de la révolution agraire, il va avoir une autre activité qui n'a strictement, d'ailleurs, pratiquement rien à voir. Très bien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va garder, je dirais, la même ligne de conduite, cette ligne de conduite de probité et d'altruisme. Oui, exactement, exactement. Bon, moi, pourquoi d'abord, je tiens à le souligner. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je disais tout à l'heure, c'était un hommage. C'est pas juste pour raconter. Il y a 1,5 million de chouhada. Si on s'amusait à écrire sur chacun, je ne sais pas, on n'aurait pas toute la vie pour le faire. Non, c'est clair. Ce monsieur n'a jamais voulu accepter d'être reconnu comme tel. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire. Ouais. C'est quelqu'un qui a dit, moi je travaille pour mon pays. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Je fais ce que je devais faire. Et encore, il ne me l'a jamais dit. Il ne me l'a jamais dit. C'est par le pur hasard. C'est par le pur hasard d'une discussion que j'ai eue avec un grand bijoutier de Bouira, très connu sur la place, qui est mort, Allah yarhamou. Il m'a dit, toi, tu ne connais pas ton beau-père. Je dis, si, quand même. Non, mais tu ne connais pas sa véritable histoire. Alors là, j'ai été interpellé. Quelle est cette histoire que je ne connais pas? Il m'a dit, ton beau-père a sauté sur une mine. Mon Dieu. Il a dit, le médecin avec lequel il était est mon cousin. Et aujourd'hui, d'accord. L'hôpital de Tizi Ouzou, justement, porte ce nom. Ah oui. Ah oui. Là, je ne mets pas de nom, etc. Alors oui, justement, c'est ce que j'ai trouvé très beau dans votre façon de rendre hommage à cet altruiste, Mohamed Zeggan, c'est que vous avez eu la très grande pudeur de ne citer... Il n'y a personne qui a un nom ou un prénom. Hein. Ni un lieu, d'ailleurs. Ni un lieu. Bon, on peut deviner à peu près. Oui, hein, on devine en gros, puisqu'il y a également, s'il y a deux histoires, je dirais, parallèles sur le plan chronologique, il y a aussi, sur le plan des lieux, c'est en Kabylie, hein, ça vous le dites, hein, dans un petit village, et puis dans les années 70, ça va être, et en même temps, dans une ville de l'Ouest, oui, absolument. On peut supposer une grande ville de l'Ouest. Hein, une grande ville, non. Peut-être qui peut être aussi bien Sidi Bel Abbès que Mostaganem, que Aïn Temouchent ou que... Pas aussi importante. Pas aussi importante, d'accord.
Et en fin de compte, une ville qui serait beaucoup plus une ville rurale, je dirais, hein, Très bien. puisque son métier à cette époque-là va être eh bien directeur d'une sorte de coopérative, d'un complexe agraire, de la révolution agraire. Oui, beaucoup plus tard, pendant l'indépendance. Mais il est allé à l'ouest aussi pendant Ah, ça la c'est guerre. après, on va voir. Pendant la guerre. Pendant la guerre, on va voir Pendant la pourquoi. guerre, On va oui, voir pourquoi. oui, bien sûr. Alors, tout commence par, je dirais, un malheur dans votre ouvrage. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Il faut de la chair à canon. Absolument. Hein. Et donc, là, on ne recrute pas. Allez, on embarque, l'indigène, entre guillemets, Oui. dans les camions militaires. Oui. Service national oblige. Et pour les envoyer au front, sur les fronts les plus difficiles, c'est-à-dire ce qui va être, on sait, la campagne d'Italie, le débarquement à Marseille, enfin en Provence, etc. Tout ça. Donc ça va être, bon, on connaît le film Indigène, hein, qui rend hommage absolument à cette population qui, baïonnette dans le dos, allez, hop, on a besoin, l'Empire français a besoin de vous. Oui. Formidable ça, hein. Après, on vous oubliera. Alors, c'est son frère aîné. Son frère aîné, oui. Qui est embarqué. Et donc, c'est désespoir dans la famille. Parce qu'on ne sait pas où on l'emmène. On ne sait pas, la mère ne sait pas si elle va le revoir vivant. Et le narrateur, qui est tout jeune, lui, qui va encore à l'école. Oui. Lui va devenir un petit peu l'aîné de la famille. Il va prendre la place de son frère. C'est comme ça responsabilité. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et oui, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Alors ça, l'école, c'est très important pour lui. C'est ce qui va le former définitivement. Alors, racontez-nous un petit peu ce petit jeune Algérien dans une école indigène et comment il va être formé et les gens qui vont le marquer. Oui, bien sûr. Donc, il fréquente l'école comme tous les petits du village. Et quelques filles du reste. Oui. Quelques filles. Et là, il va s'intéresser à son maître, ou alors même son maître va s'intéresser à lui. C'est un Jurassien. Bon, il a vu que c'est un enfant un petit peu différent des autres qui s'intéresse. Et puis, il faut signaler aussi que c'est le fils du cheikh du village. Ça, c'est important. Ah oui, c'est que le père du personnage a une zéouïa. C'est très important. Oui, il a les deux pouvoirs, je dirais, absolument, le spirituel et le temporel. Absolument, spirituel et temporel. Et il soigne les gens. C'est très, très, très important. C'est le médecin du village, pour ne pas dire le sorcier. C'est Taleb. Le Taleb, exactement. C'est le Taleb dans le sens où il utilise la parole à bon escient. Il est en même temps le psy, l'homme de loi, le guérisseur. Le guérisseur et le décideur. Et c'est lui qui fait, je ne sais pas moi, qui assure la prière. Oui, il est imam. Et le prêche du vendredi. Il est pratiquement imam. Voilà. Et tout cela pendant les événements. C'est-à-dire bien avant l'indépendance. Donc il y avait la présence française. Ce n'était pas chose facile. Donc, et le maître était un Français aussi. Donc il allait à l'école. Bon, il apprenait le Coran, bien entendu, avec son père. Et il a cette notion de l'école. C'est un talib. Talib qui veut dire écolier. Donc, pour lui, il comprend quelle est la valeur de l'école. Il a déjà compris tout petit que c'est grâce à l'école qu'il peut réussir dans la vie. Donc, c'est la langue française pourra lui ouvrir certaines portes. Ah oui. Il le comprend très vite. Ah oui. Et d'ailleurs, son père pousse à ça. Mais la langue arabe à l'époque, où on l'apprenait juste pour psalmodier, pour quelques versets du Coran. Je le dis dans l'autre livre. Les imams n'avaient pas le droit de faire de l'exégèse. Non, du tout.
n'avait pas le droit d'expliquer les notions de justice, les notions de liberté. Ben non, parce que là, on rentrait dans soit la charia, donc un autre droit. Absolument. Et donc c'était. Absolument. Donc, pas trop. Faut pas... quiconque s'amusait à faire une explication quelconque ou parler de. Je ne sais pas, moi, je vous renvoie beaucoup d'écrits. Il y avait dans le livre pas de Taous Harmouche, de sa mère, L'histoire de ma vie, elle disait que lorsque la maîtresse essayait de nous donner des cours sur la liberté, elle a été rappelée. Oh. L'inspecteur, pas celui que je suis, mais l'inspecteur français est venu, il y a fait un mauvais rapport, elle a été rapatriée et ils leur ont envoyé une enseignante qui leur apprenait juste à coudre. C'est ça, oui. On n'a pas à apprendre les notions de révolution ou notions de liberté ou de justice. Mais avec ce monsieur, ce jurassien, c'est autre chose. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Parce que d'abord, comme il n'y a pas que lui et sa femme, c'est un couple. Voilà. Ils viennent donc de métropole, donc ils n'ont pas ces idées colonialistes. Ils sont là par mesure disciplinaire. En plus. Par mesure disciplinaire. Ils les ont éloignés des foyers de tension qui existaient en France. Il y avait des foyers de tension, des objecteurs de conscience. Il est objecteur de conscience. Lui-même, il est objecteur de conscience. Donc c'est pour ça qu'il est... Donc on va expliquer en 2 mots. Objecteur de conscience, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire son service militaire quand, par exemple, il y a une guerre. Voilà. Il dit, moi, je ne suis pas là. C'est la fameuse chanson du déserteur de Boris Vian. Il dit, moi, je ne suis pas né sur Terre pour tuer de pauvres gens. Oui. Hein. Donc je refuse. Ouais. Je refuse de prendre les armes pour aller tuer des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui ne m'ont strictement rien fait. Oui. Une chanson que j'ai apprise à mes élèves, et qu'un enseignant français m'a apprise, monsieur Lacampagne, je ne sais pas s'il est encore vivant, on était en 6e. Oula! 6e, c'est-à-dire la première année moyenne d'aujourd'hui. Du collège, oui. Oui, et on apprenait du Boris Vian. Mais il nous avait ramené un CD, pas un CD, mon Dieu, un tourne-disque, 33 tours à l'époque, et il nous a fait écouter Le Déserteur. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'était le poème de Rimbaud aussi, le Dormeur du Val. Parce que Serge Reggiani commence d'abord par clamer le premier poème. Tout à fait. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne est fier, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Je continue. C'est pas la peine. C'est magnifique. Donc, oui. Et à partir de là, donc, lui-même, quelque part, Rimbaud était un objecteur de conscience. Mais bien sûr. Parce qu'il a vu un Prussien, réellement, on vient de passer, je ne sais pas, sur les chaînes satellitaires, Rimbaud-Verlaine, mais un roman, plutôt un film magnifique. Magnifique. Et là, on le voit regarder un Allemand mourir. Ouais. Et c'était même pas un Français. Oui. Et ça le révolte. Un Autrichien. Ouais. Et ça le révolte, bien entendu. La mort n'a pas de... Non, c'était un Prussien. Voilà. C'était un Prussien, oui, c'était un très beau téléfilm, d'ailleurs, avec un des premiers rôles de DiCaprio, si mes souvenirs sont bons. Je crois. Il était sublime. DiCaprio dans ce oui. Relation très vénéneuse entre Rimbaud et Verlaine. Mais ô combien magnifique. Ô combien magnifique. On retient que ce qui est beau. Alors... Effectivement, son père, c'est le shir du village. Ouais. En plus, et là je trouve ça très intéressant, il y a des pages entières où vous expliquez l'origine de ces familles, parce qu'il est d'une famille maraboutique. Absolument. Et j'aimerais d'ailleurs que vous racontiez, parce que c'est une très belle histoire, vous faites pratiquement 2 ou 3 pages expliquant les origines de ces familles maraboutiques qui se sont retrouvées en Kabylie. Je voudrais que vous nous en parliez là. Et en plus, il y avait quelque chose qui m'avait mais je vais vous laisser la parole dans quelques secondes. C'est qu'à un moment donné, vous parlez dans le village des différents quartiers et vous dites qu'il y a un quartier où habitaient les familles maraboutiques et dans ce quartier, nul n'avait le droit d'y pénétrer si ce n'est les personnes d'une famille maraboutique. Absolument. Et vous allez nous raconter tout ça, s'il vous plaît, Mohamed Zgan. Alors, d'abord, d'où viennent ces familles maraboutiques qui se sont installées dans les régions berbères? Alors, enfin, en Kabylie, plus exactement. Vous savez, d'abord, il y a une dynastie qui s'appelle les Almohades et les Almoravides. Oui. Donc, Youssef ibn Tashfin, c'est lui le père des Almoravides.
Donc lorsque la dynastie est venue les chasser, ils sont descendus du Maroc, ils sont allés vers l'actuel Sahara occidental. C'est ça, oui. J'espère ne pas dire des bêtises, mais l'histoire... La République sahraoui, aujourd'hui. Voilà. Donc, ils se sont constitués là-bas en une sorte comment on va l'appeler? Pas une fédération, ou... je ne sais pas, une grande école. Et ils appelaient ça le Ribat. Ribat... C'est la forteresse. Oui, oui. Donc c'était pour se protéger. Tout à fait. Pour se protéger. Et là, au lieu de créer une sorte d'armée, avec les armes, une armée militaire, eh ben, ils se sont dit non, nous allons utiliser comme arme le livre. Le livre pour... Alors, ils commençaient à apprendre à leurs enfants. Ils leur apprenaient le Coran, ils leur apprenaient les préceptes, ils leur apprenaient, bon, peut-être pas beaucoup d'exégèse, mais dès qu'on sentait que la personne pouvait, était capable d'enseigner, était capable de transmettre, ils les envoyaient en missionnaires. C'est ça. C'est extraordinaire, ça. Ah ben oui. Ah ben les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Bien sûr. Ils ont dit ça a marché avec les marabouts, pourquoi ça ne marcherait pas avec nous? Bien sûr. Et ils porter la bonne parole. Ah oui, et ils ont envoyé les missionnaires chez nous. Donc ces marabouts, maintenant, quand ils sont arrivés seuls. C'est un monsieur avec son bâton de pèlerin. Son bâton de pèlerin, et puis il vient. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un comportement exemplaire. Et on le disait aussi, c'était des érudits. Ils savaient la parole de Dieu, la parole sainte. Ils savaient le dire. Et puis aussi par leur comportement. C'est ça. Donc, ils arrivaient quand même pas à subjuguer, mais à faire adhérer les gens. À faire adhérer les gens à leur parole. Donc, les gens les appréciaient. Et ils les mariaient. C'est ça. Il leur donnait une fille, et c'est pour ça qu'ils appellent les Kabyles mon oncle. C'est ça. Il dit, par contre, lorsqu'il s'adresse à son alter ego, on va le dire, ou son grand frère, il lui dit Zizi. Ouais. Enfin, je ne sais pas en arabe si ça se dit, mais chez nous, Zizi, ça veut dire oncle ou quelqu'un qu'on respecte. Ouais, ça doit peut-être venir de Aziz. Peut-être. Peut-être Azizi. Oui. Ah bah oui, ça, j'y ai pas pensé. C'est possible. Hein. Ça, j'y ai pas pensé. C'est possible, c'est très possible. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs. C'est cher à mon cœur. Très bien, très bien. Oui. Absolument. Mais alors, vous allez plus loin, parce que vous dites le mot même marabot viendrait probablement de Almoravid. Ah non, mais il vient de... Il vient directement. Ah oui. D'où l'Almorabita. Almorabita. En arabe. Exactement. Almorabita, Almorabitoun. Tout à fait. J'ai pas découvert le fil à couper le beurre. Hein. Morabitoun. Ouais. Sauf que en français, bon, les écrivains, enfin les historiens français, ils parlent d'almoravite. C'est ça, oui. Non, mais ça c'était parce que les consonances ont légèrement changé. Oui. Ça a été, il y a aussi la langue ibérique qui est rentrée dedans, donc il y a eu ce mélange de. Oui. Un mélange de plusieurs cultures, tout simplement. Alors donc, on voit bien ce personnage qui est écolier très attentif, excellent élève, qui adore son maître d'école. Oui. Il est en admiration devant son maître d'école parce qu'il comprend très vite que ce maître d'école est contre la guerre. Il lui explicite pratiquement, il lui donne même quelques bribes d'idéologie, allez, on va dire, entre anarcho-syndicalisme et communiste. On voit bien que le gars, il n'est pas de droite. Il serait même plutôt des gaucheries extrême-gauche. Absolument. Bon, donc, Absolument. Et tout ça le marque. Oui. Et il a des méthodes aussi, ce maître d'école. Il a des méthodes modernes, c'est-à-dire qu'il y a la théorie et la pratique. Moi, je ne vais pas vous... Enfin, je vais vous étonner. Mais mon beau-père m'a un peu appris mon métier. Parce qu'après, c'est devenu un grand maître. Le maître de presque toute la région, de toute sa région. Aujourd'hui encore, des gens bien haut placés, des cadres,
étaient ses élèves. Donc parle de son enseignement. Oui, oui, et lui-même m'a appris quelques majuscules à faire. Il me dit non, c'est pas comme ça qu'on écrit le A par exemple. C'est lui qui m'a appris à l'écrire parce que je l'écrivais mal, tout en étant prof de français et inspecteur. Et non, il m'a dit pas. Il est mort quand même avant que je devienne inspecteur. J'étais encore professeur. Mais c'est lui qui m'a appris à bien écrire. Le délié, le beau délié de l'écriture. Maintenant, ça se perd malheureusement totalement. C'est bien dommage. C'est très dommage. C'est bien dommage. Si on regarde par exemple juste un courrier, pas obligatoirement de gens d'un haut niveau universitaire, hein, quelqu'un qui aurait eu juste le CAP des années 35-40, on regarde une vieille lettre qu'on peut trouver par exemple chez un bouquiniste ou quelque chose comme ça, l'écriture est une pure merveille. Hein. C'était des conditions sine C'était qua des non. graphistes. C'était des graphistes. Oui, on n'acceptait pas que quelqu'un aille dans une commune, à travailler à la commune. On lui faisait passer un exercice d'écriture. On voit bien comment étaient écrits les passeports, hein. Les vieux passeports, les vieilles cartes d'identité. Mais prenez les livrets de famille. Voilà. Prenez les livrets de famille, allez chez les clercs, vous voyez un petit peu comment ils écrivaient. Mais c'est normal. C'était beau. D'abord, c'est beau, et puis pour ne pas confondre. Oui. Un I et un E. Exactement. Un N et un M. Oui, oui. Ah ben, moi, je suis incapable de lire, par exemple, l'ordonnance d'un médecin. J'ai jamais compris pourquoi. Non, mais ça, les médecins, les apothicaires ont toujours eu des pattes de mouche. J'ai jamais compris ça. Mais pourquoi? C'est rapide. Non, c'est pour faire plus de... Quelque part, inconsciemment, c'est que vous ne compreniez pas. C'est un petit peu le secret du métier. Bon, ouais. Enfin, moi, je le pense. Très bien. Alors, il est donc Et puis, vous parlez de... Vous revenez assez souvent sur l'histoire des peuples berbères. Ah bah oui. À un moment donné, vous évoquez, sans la nommer, la fameuse histoire de Sophonisme, hein, avec Juba et Massinissa. Pas Juba, Syphax. Syphax, pardon. Pourquoi je dis Juba? Syphax et Massinissa. Oui. Puis elle a la légende, comme quoi elle serait défenestrée parce qu'elle ne voulait pas être avec Massinissa. Mais ça, c'est... On en a raconté beaucoup des histoires. Elle s'est suicidée, bon... C'est suicidé. Mais moi, là, ce que je veux dire par là, c'est que le drame de ce pays, c'est que certains... C'est-à-dire que ça ne vaut même pas la peine. C'est pas on fait une guerre parce que le voisin d'à côté a pris pour une affaire de femme, par exemple. Ouais. Non, non. Ouais. Qu'est-ce qu'a retenu l'histoire entre Massinissa et Syphax, sinon ça. Sinon que les deux enfin qu'elle était promise aux deux. Et c'est encore malheureux de le dire. Ben alors on fait une légende, alors que c'était... l'histoire allait bien au-delà de cela. C'était Carthage contre Rome, et donc savoir où on se retrouvait au milieu. Hein. Oui, Carthage contre Rome, mais pourquoi est-ce que on avait son allié grâce à une femme? C'est extraordinaire. Les femmes jouent un rôle très important en politique. C'est pas pour diminuer. Non, je comprends très bien. Pas du tout. C'est pourquoi l'histoire devient une sorte d'imagerie d'Épinal, alors que ce n'est pas cela. Exactement. Non, je comprends. Et c'est pas le seul cas. Non. C'est pas le seul cas. Non. Bien sûr, oui. Bien sûr. Vous savez, c'est pas le seul cas. On travestit toujours l'histoire pour la rendre plus légendaire que réelle. Jugurtha a été vendu par son beau-père. Oui, donc il y a aussi une affaire de fille, là. Oui. Voilà. Alors ça, on le retrouve, Mohamed Zeggan, très souvent dans votre ouvrage. Il y a deux choses qu'on retrouve constamment, et aussi bien quand le narrateur parle de cette époque, c'est-à-dire début de la guerre 45 jusqu'aux environs des années 58, vous le précisez pas, mais on voit bien que ça y est, les maquis sont installés, la guerre est féroce, et on comprend bien que c'est dans les années 58-59, c'est parce que c'est là où il y a eu les grosses opérations militaires françaises, hein, terribles, avec napalm et camp de concentration. Opération Oiseau Bleu, opération Pierre Précieuse, etc. Jumelles. Opération Jumelles. Et l'autre moment dans les années 70, c'est que vous revenez très très souvent sur, je dirais, le mode de vie hein, du monde berbère.
C'est quelque chose d'excessivement codifié, et vous donnez tous les codes, toutes les grilles de lecture possibles pour qu'on comprenne. Sinon, Oui. on pourrait se dire, je ne vois pas pourquoi ça a autant d'importance, hein, qu'on vienne frapper à la porte du narrateur je sais pas, à 2 h du matin ou un truc comme ça, etc., alors qu'on n'a même pas le droit d'aller dans ce coin. C'est que et ça vous permet de donner une explication. Oui. Voilà. Les mariages, Oui. hein, les fêtes, Oui, oui. les conflits. Surtout. Vous allez même jusqu'à la robe. C'est extraordinaire. Vrai ou faux? Oui. Vous donnez l'explication de la symbolique des robes, et par exemple, vous expliquez pourquoi le noir. Écoutez, moi je viens de la région où je vis actuellement. C'est pas celle où je suis né ou où je suis originaire. J'étais frappé, et d'ailleurs vous aussi, quand vous allez sur la région d'où je viens, je peux le dire, Oui, de Bouira, on voit 2 monts. 2 monts. Ce sont des monts, des petits monticules comme ça. Les Français leur avaient donné un certain nom. Les mamelles. Les mamelons, Oui, comme ça. Parce que ça s'appelle comme ça en termes géographiques. Hein. Voilà. Mamelon. Les mamelons. Lorsque l'Algérie indépendante, qui a voulu, disons, revoir toute la typonymie, si on peut l'appeler ainsi, revoir la typonymie, les a appelés El-Asnam. El-Asnam, c'est-à-dire les 2 bosses du chameau. Et ça s'appelle aujourd'hui El-Asnam. Les gens le prononcent tellement mal, ils disent El-Asnam. Ah tiens. El-Asnam, c'est-à-dire les ruines. Ouais. Alors quand on va là-bas, on se dit où sont les ruines? Non, ça n'a rien à voir avec les ruines. C'est les deux bosses du chameau. Ouais. Mais on oublie que ces monts-là avaient un nom. Ouais. Il s'appelait Teshiwin Mlawa. Qui veut dire qui veut dire les 2 cornes de Melawa. Melawa était une reine berbère. D'accord. C'est une reine justement qui a fait une fugue avec quelqu'un qu'elle voulait épouser et et que le père n'en voulait pas. L'histoire de Roméo et Juliette. Absolument. Donc ils sont allés là-haut dans cette montagne. Et ils ont commis le péché de chair, et puis, semble-t-il. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, écoutez, ils n'ont pas compté les moutons. Non. Bien. Donc, lorsque la femme, la reine, plutôt la princesse, elle se sentait un petit peu coupable. Ouais. Parce qu'on voulait lui raconter que son père souffrait, etc., etc. Donc, elle est redescendue. Elle est redescendue. Triste et tout, et elle s'est suicidée à la fin. Elle s'est suicidée. Bon, pourquoi? Parce que son père était mort sans cœur. L'histoire, on ne la connaît pas très très bien. Hein. Mais toujours est-il que les gens de la région, maintenant, portent le deuil. C'est ça. Ils portent le deuil, parce que cette femme, ils l'adoraient, c'était une... Oui, parce qu'elle était très proche de ses sujets. Elle était très proche de ses sujets. Elle était altruiste. Elle était... voilà. Elle était altruiste. Eh ben, c'est très bien. Elle était altruiste dans sa manière de vivre. Et donc, les gens de la région, même pendant les fêtes, en reconnaissance, en hommage à cette femme, ils continuent à porter la robe noire. Ouais. La robe noire kabyle, en signe de deuil. Donc, si vous voyez une femme dans la région, et puis elles sont très belles, dans ces robes-là. Il faut les voir danser. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ces femmes danser dans un mariage. Elles sont magnifiques, elles dansent bien. Et puis, elles ont toute la grâce. La grâce et toute la tenue, là, malgré qu'elle nous rappelle le noir de cette histoire sombre. De cette histoire sombre. Mais, encore une fois, elles sont très belles, ces robes. J'en parle. Alors vous en parlez longuement, voilà. Effectivement. Vous racontez cette légende. Bon, voilà. Là, vous la racontez un peu plus en détail, hein, parce que vous. Oui. Mais effectivement. Mais je ne prétends pas quand même détenir la véritable histoire. Hein.
Parce que les gens, j'écoute Parce qu'on a beaucoup perdu, malheureusement, d'aller vers les anciens qui, eux, même s'ils brodaient, comme les robes, même s'ils brodaient un peu les légendes, en tout cas, ils avaient le don. Il y a une volonté, il faut une volonté d'aller d'aller faire ce travail de dépoussiérage. Bien sûr. C'est de l'anthropologie. Hein. De l'anthropologie. Bien sûr. Au lieu de passer son temps à faire des tests sur... Il faut aller vers ces histoires qui font notre richesse aussi. Oui, il faut récolter, collecter, voilà. récolter. Moi, sinon l'histoire de mon beau-père, bon, 2 pages aurait suffi, et puis c'est tout. Non, c'est ça. C'est que, après, c'est fini. Voilà. Vous savez, c'est comme des expressions, des proverbes sont complètement perdus aujourd'hui. On vous le dit. Et pas seulement de la région de Bouira ou en Kabylie, dans toute l'Algérie, beaucoup. Je me souviens, ma mère qui avait eu plutôt une éducation constantinoise, chaque seconde pratiquement, elle me sortait un proverbe ou la mana, mais maintenant je ne m'en souviens plus du tout. C'est des expressions que je n'entends plus du tout. Il faut écrire. Il faut les réécrire. Plus du tout. Mais voilà. Puis on n'en est plus à l'ère de faire une critique sur cette oralité. On est à l'ère juste de collecter, d'archiver. Et encore. Non, mais je veux dire, c'est ça le principal, c'est d'abord d'archiver. Oui. Ensuite, nos petits-enfants iront faire des thèses là-dessus. Pour le moment, c'est collecter. Absolument. Tenter d'en perdre le moins possible. C'est ça que vous faites pour beaucoup, Mohamed Zegane, dans votre ouvrage. Parce que, effectivement, vous racontez aussi la vie au quotidien. Pourquoi la signification de telle chose et telle chose. Encore une fois, les codes, les rapports, par exemple, entre père et fils. Oui. Ça n'a pas tellement changé. Ça n'a pas tellement changé, vous dites. Ça n'a pas tellement changé. Moi, j'ai un garçon de 30 ans, je crois qu'on a les mêmes rapports. Il me dit bonjour. Oui. Que mon beau-père avait avec son père, le cher. Et oui, ça se transmet. Et heureusement, d'ailleurs. Oui. Et heureusement, sinon qui sommes-nous? C'est ça. Qui sommes-nous? Ça fait partie de l'identité. Ça fait partie de notre identité, la culture. Ça, l'irrédentisme. Oui. La rébellion constante. Absolument. Oui, parce que c'est le fondement même. Absolument. Sinon, je ne sais pas à quoi ça sert d'éduquer. L'éducation. Alors, comme je disais au début de l'émission, ce qui est très agréable dans votre roman récit, L'altruiste, Mohamed Zegane, c'est qu'effectivement, et vous ne perdez pas le lecteur, hein, je vous assure. Hein, non, vous ne le perdez pas. C'est, voilà un chapitre, on est en 45, tout d'un coup on passe à un chapitre, on sent bien qu'évidemment on est dans les années 70, puis tout d'un coup on repart. Peut-être qu'on est en 50 ou 52, ensuite on repasse encore 70, puis il y a un autre événement, il reçoit une lettre de son frère qui lui dit qu'il est très malade. Étrange histoire que ce frère qui part pour la guerre 39-45, obligé de partir, puis tout d'un coup, qui disparaît pratiquement. Il nouvelle de lui. Il disparaît. Même pas ce qu'il devient. Il disparaît, oui, il disparaît. Est-il mort? Est-il vivant? On ne sait pas. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas une biographie. Je ne fais pas la biographie. Il y a des moments, il y a des passages où... Vous inventez carrément une situation. Ah ben oui. Bah oui, sinon ce n'est plus un roman. Bah ouais. C'est de la fiction. Pourquoi sinon, il y a certains qui vont dire, moi, tu n'as pas parlé de moi, ça, ce que tu viens de dire est faux. Je leur dis, écoutez, ce n'est qu'un roman. Ouais. J'ai des personnages comme ça. Je parle de situations réelles, de personnages qui ont existé, mais c'est des gens pratiquement que je ne connais pas, à part et encore, mon beau-père qui n'est pas... il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas très loquace, mon beau-père. Ah ben Voilà. Il est toujours comme ça. On ne savait jamais rien d'eux. Oui. Et je ne sais pas moi, il ne s'extériorisait pas, il était là, on ne savait pas s'il était heureux, s'il était malheureux. Stoïque, fier, mais à aucun moment il vous dit moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai soigné ou je n'ai pas soigné. Rien. C'est extraordinaire, jusqu'à la fin de sa vie. Pudeur des sentiments. Pudeur, mais aussi altruiste. Il veut que ce soit les autres. C'est ça. Toujours travailler pour les autres, mais jamais pour lui.
jamais tiré, comme on dit, la couverture sur lui. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, le narrateur, quel personnage. Là, vous nous dites maintenant, on en sait un peu plus. Oui. C'est votre beau-père. Enfin, en tout cas, je dirais C'est la voix, le fond du personnage, c'est votre beau-père. Maintenant, évidemment, probablement qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire que vous avez bien sûr mis dans votre roman, qui font que ça peut être lui comme ça peut être aussi son alter ego, je dirais, ou un autre Algérien. Ou un autre Algérien, tout simplement. Et alors, il fait de telles bonnes études, il excelle en langue française, et il va être nommé moniteur, ce qu'on appelle moniteur de langue française. Le moniteur du village. Voilà, moniteur du village, donc c'est lui qui va apprendre en français, etc. Et tout ça. Et puis, c'est la guerre. C'est la guerre, donc il y a des esprits mal intentionnés. Un moniteur algérien qui va apprendre, on s'en méfie. Non, on ne se méfie pas de lui. Tu peux quand même. Même pas. C'est que ils ont brûlé l'école. Ils ont brûlé l'école, oui, mais qui l'a brûlé? Ah bah, nos frères. Oui, c'est les maquisards. C'est une manière de dire nous sommes là, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Et oui, il fallait brûler les écoles. Parce que c'était des lieux de propagande aussi. Bien sûr. On apprenait nos ancêtres et le gaulois. Hein. Ah là, voilà, nous y sommes. Oui. Donc c'était des lieux de propagande. Donc bon, ils auraient pu lui tirer dessus aussi. Ils auraient pu